Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous en travail inconnu. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'interviewer Mathieu. Mathieu qui nous parle de son métier un peu particulier de doctorant. Alors, pour toutes les personnes qui veulent faire des longues études ou qui veulent s'orienter vers un métier d'ingénieur, écoutez cet épisode. Mathieu vous livre de nombreux conseils. Allez, place à l'interview. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous en travail inconnu. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Bonjour. Bonjour, qui va me faire le plaisir, qui va nous faire le plaisir d'ailleurs plutôt de parler de son travail. Donc Mathieu, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi je suis doctorant, c'est-à-dire que je fais de la recherche, mais j'ai un statut d'étudiant. Donc c'est un poste qui est hybride entre être salarié et être étudiant. Et je vais expliquer comment c'est possible. D'accord, en fait tu es encore étudiant, tu travailles à côté, tu as une rémunération de travailleur, tout en faisant tes études et tes recherches à côté. Exactement, alors en fait je n'ai d'étudiant que le statut, c'est-à-dire que je suis inscrit à une université parce que je dois être attaché quelque part. Je suis étudiant dans le sens où je travaille pour avoir un diplôme qui est le doctorat. Donc souvent le doctorat, dans l'esprit des gens, lorsqu'on parle d'un docteur, c'est un docteur en médecine. Mais il faut savoir qu'un doctorat, il y en a dans toutes les disciplines. En l'occurrence, moi, je prépare un doctorat en informatique. Et c'est en ça que je suis étudiant. Je ne suis pas du tout étudiant au sens où je vais dans des amphithéâtres écouter un prof me parler. Je ne fais pas d'exercice, rien du tout. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est moi-même qui fais de l'enseignement. Je suis étudiant juste au sens du statut, parce qu'il se trouve que dans mes activités de recherche, je prépare un diplôme qui est le doctorat. Avant de commencer à rentrer dans les détails, le doctorat, c'est quel niveau de diplôme ? C'est Bac plus combien ? Alors un doctorat, c'est Bac plus 8. Bac plus 8. C'est ça. Ok, d'accord. Ça se place après le master. En général, c'est fait en 3 ans en France. Même la politique française est vraiment qu'ils veulent que ce soit fait en 3 ans. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Il peut y avoir des doctorats qui font 4, 5, 6 ans dans les autres pays. En fait, c'est en une recherche au final. Voilà. Les doctorants, ce sont ceux qui font la majeure partie des activités de recherche pratiques. Bien sûr, on est encadré, on a un superviseur qui est notre tuteur en fait, mais eux, ils ont plus des activités de coordinateur. En général, c'est des enseignants-chercheurs, donc ils font beaucoup de travail d'enseignement. Ils participent à beaucoup de comités, ils ont la vision globale des activités de recherche, ils coordonnent tout ça, ils lèvent des problématiques, et ensuite, ce sont les doctorants ou les post-doctorants qui vont faire réellement les activités de recherche. Post-doctorant, juste pour en dire 2 mots, c'est des petits contrat à durée déterminée dans la recherche qui suivent éventuellement un doctorat. D'accord. Bon, avant d'aller plus dans le détail, parce qu'on va y revenir juste après, on va parler un peu de ton parcours scolaire. D'accord. Parce qu'au final, tu es étudiant, donc tu n'as pas vraiment de parcours professionnel, à part doctorant. Voilà, Si j'ai quelques stages, mais ouais. Voilà, c'est mon premier réel emploi, on va dire. D'accord. Donc tu as commencé par quoi tes études ? Dans le secondaire ou... Ouais, on va commencer par là. Ouais. D'accord, moi j'ai fait un bac S. J'ai fait un bac S dans un lycée, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ensuite, comme je me débrouillais bien en maths, mes profs m'ont dit qu'il y avait quelque chose qui existait qui s'appelait les classes prépa. Alors j'en avais pas beaucoup entendu parler, mais en discutant avec eux, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Alors les classes préparatoires, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 2 ans de préparation intensive qui n'existe qu'en France. C'est quelque chose qu'on a de particulier en France. C'est 100% français. 100% français. Okay. Donc si vous discutez avec des étrangers, ils ne connaissent pas les classes prépa, ils n'ont même pas d'équivalent. Donc des fois c'est assez compliqué de le faire valoir à l'étranger à cause de ça, malheureusement. En fait, c'est 2 années qui correspondent un petit peu à une licence, mais qui sont beaucoup plus exigeantes, où on va nous préparer à des concours. Et les concours qui arrivent à la fin de la 2e année nous permettent, en fonction de notre classement, d'accéder à ce qu'on appelle des grandes écoles, puisque préparatoire c'est CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Et donc dans grandes écoles, il y a toutes les écoles d'ingénieurs françaises et les grandes écoles prestigieuses type Polytechnique, Centrale, qu'un certain nombre de gens ont entendu parler. Donc à l'issue de ces 2 ans, on fait un concours, on fait même plusieurs concours, puisque chaque type d'école a son concours. Et en fonction des résultats au concours, on peut prétendre à certaines écoles qui vont ou non nous accepter pour ensuite nous permettre de faire un cursus d'ingénieur. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai intégré... Je t'interromps 2 petites secondes. Tu dis que c'est pas reconnu à l'étranger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme à la fin ? Il n'y a pas de diplôme à la fin. D'accord, donc tu échoues au concours, ça se passe comment ? Tu peux rebondir autrement ? Tu peux repasser les concours ? C'est une très bonne question. La première année est extrêmement exigeante. En fait, le problème c'est que le bac en France, il y a quand même une politique pour que ça se passe bien par la majorité des gens, on ne va pas se le cacher. Du coup, sauf que le niveau, lui, de la prépa reste constant. Donc en fait, il y a un énorme écart entre ce qu'on attend des étudiants en bac et ce qu'on attend en prépa. Il faut être honnête, c'est la vérité.
Donc il se peut que ça se passe mal. Donc en première année, il y a tout de suite la possibilité de se réorienter. On n'a pas le droit de redoubler la première année. C'est-à-dire que soit en gros ça se passe bien et on continue, soit ça se passe mal et on peut prétendre éventuellement à une équivalence pour aller directement en L2 dans une fac par exemple. D'accord. Ça c'est envisageable. Et ensuite la deuxième année, donc à l'issue de la deuxième année, admettons que le concours ça se soit pas très bien passé, malade ou tout simplement raté, il y a possibilité de redoubler la deuxième année. C'est ce qu'on appelle nous une 5,5 pour le jargon. 3,5 c'est la première deuxième année et 5,5 c'est si on en refait une, c'est juste pour du jargon. Et auquel cas on a une deuxième chance pour passer les concours avec un petit malus parce que évidemment comme les 5,5 ont eu 2 ans, ils ont un petit malus. Je ne sais plus exactement comment ça se calcule, mais ils ont un petit malus par rapport au. Donc ils ont des points en moins, tu dis au départ, voilà, ou ils sont même supérieurs. En gros c'est quelque chose comme ça. Je ne sais plus les détails, mais c'est quelque chose comme ça. Donc il y a possibilité. Et ensuite, au bout des 2 ans, admettons que la personne se réalise qu'elle s'est trompée ou qu'elle n'a pas pu avoir ses concours mais qu'elle ne veut pas faire 5,5, il y a possibilité d'avoir des équivalences avec les facs au cas par cas. Donc il y a des passerelles qui sont avec un cursus plus normal, façon de parler. Pardon, je sais pas. Il y a des passerelles qui se font. Des passerelles, exactement. Il y a des passerelles qui se font. Moi, j'ai une amie qui s'était retrouvée en deuxième année de pharma, par exemple, avant que pharma soit fusionné avec les médecins. Maintenant, c'est avec les médecins. Donc, il y a complètement des passerelles qui se font. Donc, dans tous les cas, c'est pas perdu d'avoir fait cette année. On peut se planter parce que c'est quand même exigeant, mais c'est rarement du temps perdu. Et pour accéder à une classe préparatoire, tu passes des concours? Pas du tout. C'est en fait, à la fin du bac, il y a admission post-bac, ça s'appelle, c'est un site où tu vas pouvoir faire des demandes sur ce que tu as envie de faire par la suite. Et les prépas te sont proposés. Les prépas ont tendance à accepter sur dossier. C'est une sélection qui est justifiée dans le sens où c'est quelque chose de très exigeant. Et donc, si le dossier n'est pas suffisamment bon, ils vont tendance à dire ça vaut pas le coup que vous veniez parce que c'est plus dans cet esprit-là, parce que de toute façon, ça va être compliqué pour vous d'y parvenir. Donc, c'est sur dossier, il faut faire des demandes. En fonction du prestige entre guillemets de la prépa, elle prend des dossiers plus ou moins. Par exemple, à Paris, il y a des prépas type Plus Le Grand qui sont très très élitistes. D'ailleurs, j'aurais pas du tout aimé y aller. Auquel cas, ils prennent des dossiers très. Pourquoi tu n'as pas aimé y aller? Parce que c'est une ambiance. En fait, il faut bien comprendre que la prépa, c'est très difficile pour un certain nombre de gens. Faut arriver à se détendre. C'est énormément de travail. Les personnes qui sont stressées en général, elles vont avoir du mal à y arriver. Donc c'est déjà de base, c'est assez élitiste et assez c'est dur, on va pas se cacher. C'est 2 ans où tu mets un petit peu un certain nombre de choses dans ta vie entre parenthèses, si tu as envie d'y arriver. Donc les prépas élitistes, elles, ce sont des prépas qui déjà sont élitistes, mais qui ont le nom élitiste en plus. Donc je te laisse imaginer l'ambiance qu'il peut avoir dedans, l'ambiance. Les gens qui sont dans une classe prépa, ils sont quelque part concurrents au niveau du concours. Donc dans les petites prépas, ça se ressent pas forcément, il y a de l'entraide. Par contre, dans les grandes prépas, ils veulent aller à Polytechnique et donc c'est chacun pour sa peau. C'est chacun pour sa peau. J'y suis pas allé, donc je peux pas attester de l'intérieur, mais de ce que j'ai entendu, c'est chacun pour sa peau. Quand tu dis que c'est compliqué, c'est quoi? C'est l'exigence générale des cours, c'est le nombre d'heures, C'est tout. Alors en fait, pour donner un exemple simple, en mathématiques par exemple au lycée, on apprend des choses sur les fonctions, ce genre de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, on parle des fonctions. Et puis ça va s'étaler sur toute l'année en gros. En prépa, on arrive, il y a 42 chapitres sur l'année, c'est-à-dire plus que de semaines. Il y a plus de chapitres que de semaines de cours. Et un chapitre est plus dense que tout ce qu'on a fait dans toute l'année des fonctions au lycée. Donc ça, c'est l'aspect dense, extrêmement dense. Par contre, pour quelqu'un qui aime les maths, parce que là, je suis un petit peu en train de dire que la prépa, faut pas y aller, mais c'est pas ce que je pense. Quelqu'un qui aime les maths ou qui aime la physique, ça va lui faire redécouvrir la discipline différemment. On construit tout de zéro, c'est un aspect très intéressant que personnellement j'ai beaucoup aimé. Et pour en revenir à la question initiale, ce qui est très dur aussi, c'est qu'il y a des choses qu'on appelle l'école, qui se connaissent qu'en France dans les classes prépa. Chaque semaine, il y a 1 heure le soir qui va être dédiée à faire un oral face à un professeur, en gros, par groupe de 2 ou 3. Chaque semaine, tu as une colle de maths, une colle de physique, où en gros, tu vas te trouver devant le prof et il va te dire refaites-moi telle démonstration, résolvez-moi tel exercice. Donc tu as 1/4 d'heure pour te préparer et ensuite tu passes au tableau tout seul face au professeur. Donc tu n'as pas le sujet à l'avance, tu n'as que 15 minutes, il dit tu fais ça, on a vu ça il y a 15 jours. Tu n'as pas le sujet à l'avance. D'accord. Tout ce que tu sais, c'est que ça va porter sur le dernier chapitre. Donc tu ne peux pas avoir d'école sur ce que tu as fait au tout début de l'année, même si tout est connecté. C'est-à-dire que les maths, par exemple, c'est ce que j'ai le plus apprécié, c'est construit comme des Lego. Il y a un socle qui se construit et petit à petit on rajoute des connaissances.
Donc plus les connaissances s'ajoutent, plus tu vas quand même avoir besoin de savoir ce qu'il y avait en dessous. Donc il se peut que l'école que tu es en milieu d'année se réfère indirectement à des choses que tu as appris au début. Malgré tout, ça va être sur le chapitre en cours quand même. Ok. Et donc tu passes toutes les semaines ces cols donc? Toutes les semaines. Toutes les semaines, une colle de maths, une colle de physique. Il y a aussi une colle d'anglais toutes les 2 semaines. Et donc c'est quelque chose qui vont être les soirs en plus. Ça peut être de 7 à 8, ça peut être le samedi matin. Moi j'ai eu de la chance parce que en fait chaque semaine, il y a des devoirs surveillés de 4 heures. Ok. Par exemple en maths. C'est vrai que tu vends très très mal la prépa. Oui, je vends pas très bien la prépa, je réalise. Mais en fait, je vais essayer de nuancer ça après, mais je finis sur les. Vas-y. Donc il y a un devoir surveillé de 4 heures, qui est soit le mercredi après-midi, soit tous les samedis matins. Moi j'ai eu la chance d'avoir une prépa qui le faisait le mercredi après-midi, donc j'avais tous mes week-ends. Sauf peut-être une fois tous les 2 mois, j'avais une colle qui, pas de chance, était le samedi matin. Mais globalement, j'avais mes week-ends. Donc ça me permettait de rentrer le vendredi soir et de couper un petit peu, même si évidemment le week-end, il fallait que je travaille. Donc pour nuancer tout ce que je disais sur la prépa, il y a beaucoup. C'est pas un système parfait, c'est pas pour rien qu'il est qu'en France. Il est extrêmement difficile. Par contre, si tu en ressors complètement changé. Tu en ressors avec l'impression d'avoir multiplié par un grand facteur tes connaissances, de comprendre comment tu peux être efficace, comment travailler, comment raisonner. Moi qui ai été réceptif, personnellement, j'ai trouvé ça génial. Si on me demandait de le refaire, je le referais. En gros, tu connais le pire façon de parler, donc après, t'es prêt à tout. Bah, Il y t'es a paré un à as- tout plutôt. Il y a un aspect comme ça, et je sais que ça peut paraître bizarre pour un certain nombre de gens, mais moi j'adore les mathématiques. Heureusement, je suis pas le seul, sinon en disant ça, ça me ferait passer pour quelqu'un de bizarre. Pour quelqu'un qui aime les maths, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre, un monde. On va tout construire, comprendre. Les maths, les gens aiment pas trop, mais ça a un impact extraordinaire sur tout ce qu'on vit au quotidien. Donc c'est quand même important qu'il y ait un certain nombre de gens qui sachent comment ça fonctionne en intérieur. Et donc, tu as fait une prépa maths. Alors, il y a plusieurs filières en prépa. Moi, j'ai fait une prépa MPSI, ça s'appelle Mathématiques, Physique et Sciences de l'ingénieur. Ok. Sciences de l'ingénieur, c'est en gros un peu de la physique aussi. Mais il se trouve que moi, j'ai pris l'option informatique, puisqu'en 2e année, je pouvais choisir. Première année, j'ai fait MPSI. Il y a d'autres filières, il y a par exemple PSI, qui est Physique, Sciences de l'ingénieur, où ils ont moins de maths, mais plus de physique et plus de chimie aussi. Il y a aussi des prépas commerce, prépas littéraires. Moi, j'ai fait une prépa maths. Et en 2e année, j'ai fait MP, c'est-à-dire maths physique avec option informatique, qui du coup, cette option m'a un petit peu destiné indirectement à la recherche que je fais maintenant. Pourquoi cette option, d'où te vient cette passion pour l'informatique? Alors, au moment où je l'ai pris, ce n'était pas une passion. J'aimais bien l'informatique et ça m'intriguait. J'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait. Et quand on dit informatique, on n'est pas en train de réparer des ordi, on est en train de nous apprendre comment écrire des programmes, comment calculer le temps d'exécution d'un algorithme, par exemple. Puisque lorsqu'on fait des algorithmes, les algorithmes en fait c'est ce qui sous-tend les programmes, c'est ce que va faire ton programme. Et en fait, ce que va faire ton programme, pour un peu, ça va prendre énormément de temps. Et donc il y a toute une théorie qui est capable de calculer en fonction de la taille des données que tu vas manipuler, combien de temps ça va prendre. Par exemple, on sait qu'il y a des problèmes, on pourrait théoriquement les faire résoudre par un ordinateur, sauf que pour ce faire, l'ordinateur, malgré sa vitesse extraordinaire, il mettrait plus longtemps que l'âge supposé de l'univers, c'est-à-dire plus longtemps que 14 milliards d'années. Effectivement. Donc c'est théoriquement possible, mais ça ne l'est pas en pratique. Donc c'est ces aspects-là. Et puis j'ai eu un déclic cette année-là en prenant l'option informatique. J'ai compris du jour au lendemain comment un programme fonctionnait. Je ne savais pas du tout, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais du jour au lendemain j'ai eu ce déclic. Ça m'a plu et c'est ce qui a fait que j'ai un petit peu continué dans cette voie. Vu que c'était une option qui était nouvelle pour toi et que tu connaissais pas avant, imaginons que ça t'aurait pas plu du tout. Tu aurais pu rebondir sur une autre option au cours de l'année ou tu peux pas? Tu peux pas. Tu D'accord. as choisi, tu es censé avoir choisi plus ou moins en connaissance de cause. Moi personnellement j'avais choisi parce que j'aimais bien l'informatique et puis les sciences de l'ingénieur telles qu'elles m'étaient enseignées en prépa ne me plaisaient pas particulièrement. Donc le choix s'était fait naturellement pour moi. D'accord. Alors, avant de passer à la suite de tes études, les classes prépa en France, il y en a partout? Il y en a à peu près de partout. Il y en a dans toutes les grandes villes et toutes les villes de taille moyenne. Donc toutes les grandes villes, c'est Ok. sûr. Et toutes les villes de taille moyenne. Par exemple, moi, ma prépa, je l'ai fait à Dijon, qui est une ville de taille moyenne, et il y a une prépa. En général, c'est dans les lycées. D'accord. Tu as dû déménager pour faire la prépa? Ou Oui. t'habitais pas très loin de Dijon? J'habitais pas très loin de Dijon, mais j'ai quand même pris un appartement. Oui, avec les heures que tu avais à faire à l'école ou autre, t'as pas trop Voilà. le choix, quoi. J'avais pas trop le choix. Il faut être à proximité. Moi, j'étais à 10 minutes à pied. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de prépas qui proposent des internats en général dans les lycées. Mhm. Et il y a pas mal de gens qui préfèrent être en internat, ce qui n'était pas mon cas. Ok. Dernière question, tu travaillais combien d'heures par semaine quand tu étais en prépa? À la fois en termes de cours, on va dire, en termes de colle ou autre, et en termes d'investissement personnel.
Beaucoup. Bon, déjà, les cours, c'est 8h, 18h tous les jours. Ok. Il y a quand même, je sais plus si c'est 1 heure ou 2 de pause le midi, peut-être bien 2 quand même. Donc ça doit être 8 heures de cours par jour avec l'école. Alors, moi, je travaillais moins que certaines autres personnes. C'est-à-dire j'avais certaines facilités, ça paraît un peu prétentieux de le dire comme ça, mais disons que j'avais moins besoin de travailler pour y arriver que d'autres. Je sais qu'il y a d'autres qui travaillaient le soir en rentrant de 7h à minuit. Moi, je travaillais, on va dire, 3 heures en plus par soir, ce qui devrait me faire entre, on va dire, 11 heures par jour, sur 5 jours. Donc ça fait déjà 55 heures. Et puis le week-end, je travaillais facile 8 heures de plus, quoi. D'accord. Ouais. Donc il faut compter, je dirais une soixantaine d'heures d'investissement. Une bonne grosse soixantaine d'heures minimum par semaine. Une personne qui a les facilités, c'est au moins 60 heures. Au moins 60 heures. D'accord. Et tu recommandes de faire la prépa à quel type de personne? Une personne qui soit réellement motivée par un sujet? En fait, il faut être passionné. Tu ne vas pas réussir la prépa si tu n'aimes pas les maths, par exemple. Tu ne peux pas y arriver parce qu'en fait, tu n'as même pas besoin d'être aussi bon. Faut que tu aies quand même la logique, sinon tu ne vas pas t'en sortir, mais il faut surtout avoir de l'intérêt. Parce qu'avec l'intérêt, tu vas arriver à comprendre comment les choses qu'on te présente sont orchestrées entre elles et quel est leur enjeu, et ce sera beaucoup plus facile pour travailler et s'y intéresser. Tu comprends la logique générale du truc, comme ça au moins après tu rentres réellement dans le détail. Faut aimer. Faut pas faire une prépa par défaut. Okay. C'est impossible, ça marchera pas pour personne. Faut aimer. J'avais des potes à moi qui l'avaient fait par défaut, et ben ils se sont redirigés ailleurs parce que ça fonctionnait pas. Mais pour les gens qui aiment, je le conseille fortement. D'ailleurs, j'ai conseillé de le faire pour une personne que je connaissais, qui avait à peu près le même profil que moi, qui aimait les maths, et elle m'en a remercié. Elle a été ravie que je lui conseille et que je le pousse à aller dans cette voie-là. D'accord. Il n'y a pas moyen de tester la prépa, façon de parler, pour un étudiant, au moins tester la charge de travail pendant une semaine, 15 jours, voir s'il tient le rythme? Ça me paraît pas trop possible. Non, c'est pas possible de se la poser soi-même, mais... Ce que je conseille de faire, si un étudiant, mettons qu'un étudiant en terminale, il sent qu'il aime bien les maths, mais il a un petit peu peur de se lancer dans cette voie. Je connais peu de profs de maths, bon, à moins que vous tombiez sur un abruti, j'imagine que ça arrive, mais je connais peu de profs de maths qui vont refuser d'aider un étudiant qui est dans ce cas-là. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'allais voir mon prof et il me donnait des petits exercices en plus. D'accord. Qui se rapprochent un petit peu plus. Ça peut pas être comme en prépa, puisqu'en prépa, ça s'appuie sur un socle de connaissances que seule la prépa prodigue. Que tu n'avais pas à l'époque. Que je n'avais pas. Mais ça peut se rapprocher au niveau des raisonnements pour donner une petite porte d'entrée. Malgré tout, ça ne reste qu'une petite porte d'entrée. Est-ce qu'il est possible de contacter des personnes qui ont fait prépa ou qui font prépa pour, je sais pas, parler avec elles, échanger, demander des conseils? C'est une très bonne question. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a fait prépa, je vous conseille vraiment d'en parler avec lui. Après, ça va aussi dépendre de l'expérience qu'il en a, puisqu'on peut ressortir avec une bonne expérience comme moi. On peut ressortir avec une très mauvaise expérience, ne plus vouloir en entendre parler. Je pense que c'est mieux de faire un mix des deux, quoi. Exactement, avoir les deux points de vue. Ouais. D'ailleurs, je pense que là, dans l'entretien qu'on est en train d'avoir, j'ai réussi peut-être à donner un peu les deux aspects. Nuancer un peu les deux. Voilà, nuancer un peu les deux. Après, je sais qu'il y a énormément de forums où il y a des gens qui ont fait prépa, et allez sur Internet, poser des questions, et des gens qui ont fait prépa pourront vous répondre et donner un retour d'expérience. On a cette chance avec Internet, ce serait dommage de ne pas en profiter. Ok, donc tu as fait 2 ans de classe prépa, option informatique, que tu as obtenu haut la main. Que j'ai obtenu correctement. Correctement. Le problème, c'est que j'avais un mariage début juillet, et mes oraux étaient début juillet, donc j'ai très bien réussi mes écrits. Et tu as mal réussi le mariage? Pardon? Tu as mal réussi le mariage, du coup. Et j'ai mal réussi un peu tout. Donc du coup, j'ai eu une école correcte. Je pense que j'aurais pu avoir mieux, mais bon, de toute façon, avec des si, on refait le monde. Oui, j'ai réussi correctement ma prépa, on va dire. Donc justement, ton école, qu'est-ce que tu as fait après? Alors, je te demande une seconde. Ouais, vas-y. Tu vois un peu d'eau d'ailleurs? Ouais, je veux bien. Ouais, vas-y, continue. Donc, tu as fait quoi après alors? Alors, donc après, à l'issue de la prépa, on fait une liste de vœux qui correspond aux écoles qu'on souhaite avoir, et en fonction de notre classement au concours, on est affecté directement à l'une des écoles. Donc, pour donner mon exemple, j'avais pris 4 écoles, je ne me rappelle plus exactement des 4. La première, c'était l'ENSIMAG à Grenoble, qui est une école maths informatique un peu. La deuxième, c'était l'ENSEIT à Toulouse, un peu le même genre, mais légèrement moins bien classé. Et puis 2 autres, il y en avait une à Nancy, je crois. Donc, 4 écoles, je t'interromps rapidement. Tu as le droit à combien de choix? Je sais limité ou pas? Je sais plus si c'est 3 ou 4 vœux. Je ne saurais pas répondre précisément à cette question. C'est au moins 3, c'est sûr, que tu vas mettre dans un certain ordre. Mais je sais plus si c'est 3 ou 4, je me souviens plus. Ok, après c'est comme admission post-bac, hein, c'est le même premier. Genre. Exactement. T'es pas pris au premier, t'es pris au deuxième, etc. C'est exactement le même principe. D'ailleurs, il y a des algorithmes là-dessous. On ne sait pas trop comment ils fonctionnent, mais qui sont censés te mettre là où tu le. Sauf que c'est un peu différent qu'admission post-bac,
dans le genre où là tu as un concours pour discriminer les gens, discriminer au sens positif du terme. Alors que à la fin du bac, c'est au dossier, donc c'est quand même subjectif cette séparation qui se fait entre les étudiants. Ok, et toi, donc tu as été pris plutôt sur quel choix? Donc j'ai été pris sur mon deuxième choix, donc à Toulouse. l'ENSET. Voilà. Avec des meilleurs euros, j'aurais pu être pris à l'ENSIMAC, je pense, mais j'ai jamais regretté d'avoir été pris à Toulouse, puisque c'est une bonne école, la ville est très agréable à vivre. Donc j'ai été pris à une école qui s'appelle l'ENSTATE, qui est au centre-ville de Toulouse. Elle a plusieurs filières et j'ai été pris dans la filière informatique et mathématiques appliquées. Ok. D'accord. Donc là, on est en quelle année pour que je puisse situer avec ça? Donc là, on est en septembre 2010 quand j'ai intégré cette école. D'accord. Et donc, elle dure combien de temps cette école? Alors là, c'est une école qui dure 3 ans. Ouais. Donc en fait, c'est une école qui va délivrer un diplôme d'ingénieur qui est un équivalent en termes de temps d'un master en fait. D'accord. Et donc l'école concrètement, qu'est-ce que tu as pu développer en plus par rapport à avant? C'est une spécificité, une spécialité, pardon, que tu es spécialisé dans un domaine précis, en informatique? Alors l'école, elle se veut quand même relativement, elle veut ouvrir le maximum de portes dans les différents domaines de l'informatique, puisque l'informatique c'est quand même très vaste. Par contre, elle spécialise dans le sens où ce qu'on apprend en prépa, c'est énormément de choses théoriques. C'est très très théorique, on fait des maths théoriques, de la théorie, en physique c'est théorique aussi. Et alors que le but de l'école d'ingénieur, c'est de former des ingénieurs, c'est de former des gens qui vont faire un travail relativement concret. Donc en fait, l'école, son but, c'est de faire la passerelle entre le socle de connaissances théoriques qu'on a acquises dans les 2 ans de prépa, ou pour quelques autres personnes, j'en parlerai peut-être, il y a possibilité d'être admis sur titre s'il y a des très bons dossiers dans les IUT, ce genre de choses, mais globalement, ceux qui vont en école d'ingénieur ont fait comment ils ont fait la prépa. Et le but de cette école, ça va être d'utiliser ce socle de connaissances théoriques pour donner des formations un peu plus pratiques et former à ce qu'est le métier d'ingénieur, qui est un métier mal connu. Parce que les gens, on a entendu parler d'ingénieur, mais finalement, qu'est-ce que c'est un ingénieur? Et puis c'est un peu pas forcément. un mot un peu tiroir où tu mets tout et n'importe quoi. Exactement. Parce qu'il y a plusieurs types d'ingénieurs, tu en parleras mieux que moi je pense. Mais ça, tu es ingénieur informatique, ingénieur en métrologie, génie civil, tu as beaucoup de choses. Exactement. C'est vrai que c'est un mot fourre-tout, on voit une personne avec une blouse derrière un écran d'ordinateur qui fait des trucs et on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait, tout à fait. Je pense pas que ça soit ça en vrai. C'est pas vraiment ça. Alors moi, dans la mesure où après mon diplôme d'ingénieur, j'ai pas exercé le métier d'ingénieur pour l'instant, je peux en parler que de par ce que j'ai eu de mes amis qui eux ont intégré. Et des intervenants aussi peut-être qui étaient ingénieurs aussi. Ouais. Exactement, puisqu'il y a des intervenants qui viennent. En fait, le métier d'ingénieur, faut le voir comme un technicien, mais qui fait en plus de la conception. C'est-à-dire que par exemple dans l'informatique, un technicien, on va lui demander, bon bah voilà, tu vas me développer tel programme qui a telle fonction, et puis on va lui dire exactement comment faire. Et lui, son boulot, c'est juste de faire ce qu'on lui a dit. Il exécute uniquement. Il exécute ce qu'on lui a dit. Ça, c'est le travail d'un technicien. Un ingénieur, c'est lui, il va éventuellement être capable, il va d'ailleurs être capable d'effectuer la même tâche que le technicien, mais ce sera aussi lui qui aura conçu la manière dont le programme doit fonctionner et qui aura essayé de mettre en lien cette manière avec les besoins d'un éventuel client qui lui est demandeur de ce projet informatique par exemple. Donc la différence, c'est tout cet aspect conception. L'ingénieur, il est censé réfléchir en fonction d'une problématique et y apporter des solutions. Ok, vraiment une démarche, on va dire, de conception de A à Z, de comprendre le problème du client, l'interpréter, reformuler, savoir ce qu'il veut et après créer la solution sur mesure. Exactement, tu as tout à fait compris. En plus, surtout dans l'ingénierie informatique, il y a énormément de clients. L'informatique, c'est utilisé partout. Je connais quelqu'un qui a fait un boulot pour Interflora, pour tout. L'informatique est utilisée partout. Et ça change tout le temps en plus. Ça change tout le temps. Et les gens qui vont être demandeurs, les clients, eux, ils n'ont pas du tout de connaissance de comment ça fonctionne. Ils voient ça comme une boîte noire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'adressent à des ingénieurs. Donc en fait, ils vont formuler leurs besoins. Et en fait, le boulot de l'ingénieur, ça va être de se dire, est-ce que c'est vraiment son besoin? Quel est vraiment son besoin en fonction de ce qu'il m'a dit? Et ça va être de trouver un produit qui va correspondre à ce que la personne veut exactement. Il y a son besoin réel et pas besoin, des fois, qu'il met en avant. Des fois, il y a une dissonance entre ça. Exactement. La personne peut émettre un besoin qui, au final, n'est pas réellement ce qu'il attend concrètement. Voilà, entre ce dont elle a envie, ce dont elle a vraiment besoin, il y a une distinction. Après, évidemment, il ne s'agit pas de livrer un produit qui n'est pas ce que la personne voulait. Oui. Donc, il y a toujours un aller-retour avec le client. Le client, il va formuler un besoin. L'ingénieur va essayer d'y répondre, il va proposer des solutions et puis ensuite, il y a un retour. Et c'est très souvent que le client, comme il ne connaît pas à l'intérieur comment ça se passe, il va dire « Ah mais oui, en fait, ce que vous me proposez,
C'était vraiment ce dont j'avais besoin. Auquel cas, là, le travail a été rempli et ensuite, il ne reste plus qu'à développer la solution. D'accord. Et donc toi, en rejoignant cette école, qu'est-ce que tu attendais en fait, concrètement? Je vais être franc, je ne sais pas. Ok, tu te dis que j'ai fait la classe prépa, maintenant que je fasse une école d'ingé. Voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai suivi une espèce de route qui m'a été proposée et qui me convenait. Et c'est que lorsque je suis arrivé en dernière année d'école d'ingénieur que je me suis réellement posé la question. Donc pour répondre à cette question, j'ai fait un stage, puisqu'en fait, à l'issue de l'école d'ingénieur, 95%, alors je sors une statistique de ma poche, mais oui, c'est pour donner un ordre d'idée, de ceux qui sortent vont exercer simplement le métier d'ingénieur, soit dans des sociétés de services, on pourra détailler ce que c'est, soit dans des grands groupes. Et il y a 5% qui vont s'essayer au métier de chercheur, ce qui a été mon cas, ce qui est toujours mon cas d'ailleurs. Et donc en fait, j'ai décidé d'expérimenter les deux pour choisir. En première année, j'en savais rien, c'est ce que je t'ai dit. Mais le fait que tu saches pas, c'est dû à quoi? C'est un manque d'information, c'est un manque de recherche de ton côté, c'est quoi? C'est un peu des deux, c'est-à-dire que je me suis laissé porter par le fait que j'aimais les maths et j'avais cette voie qui était toute tracée. Et en fait, la nécessité de me demander ce que j'allais faire après l'école d'ingénieur, elle est venue assez tard pour moi. C'est pas le cas de tout le monde, ça a été personnel. Et c'est vraiment en deuxième année, quand j'ai commencé à chercher des stages, que je me suis posé la question. Je pense pas que mon exemple soit particulièrement représentatif, mais moi, je me suis vraiment posé ces questions en deuxième année d'école d'ingénieur. D'accord, c'est plus par rapport à toi, c'est propre à toi. Je pense que c'est plus propre à moi. Je dois pas être le seul dans ce cas, mais oui, j'aurais tendance à dire que c'est plus propre à moi. C'est pas une majorité, c'est pas... J'ai pas l'impression. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu faire un stage dans la recherche et un stage dans une entreprise pour voir ce qui me convenait le mieux, ce que je préférais. Donc en fin de deuxième année, il y a un stage de 2 mois en entreprise ou à la recherche que j'ai fait dans un labo de recherche. Où j'ai fait des petites problématiques de recherche liées à mon niveau de deuxième année d'école d'ingé. Et à la fin de ma troisième année, j'ai fait un stage de 6 mois dans une grande entreprise qui s'appelle Safran, dans la branche ingénierie de Safran. Où là, j'ai pu m'attaquer à des problématiques concrètes. Comme je suis sur Toulouse, évidemment, c'est des problématiques tout le temps liées à l'aéronautique, le spatial, les satellites, ce genre de choses. Vous savez que Toulouse, c'est la capitale européenne de ce genre de problématiques. Donc, j'ai fait un stage entreprise dans l'ingénierie informatique. Petite question rapidement, tu as fait un stage donc en service et un stage en entreprise, en recherche pardon, et en entreprise. Exactement. C'est imposé ou pas? C'est pas imposé du tout. Tu peux faire 2 stages en entreprise ou 2 stages en recherche? Exactement. D'accord. Moi je le déconseille. Je pense que c'est vraiment bien d'avoir vu les deux aspects pour se décider. Ouais. Pour autant, quelqu'un qui sait qu'il va aller dans l'entreprise, autant qu'il fasse 2 stages dans l'entreprise. Sachant que ce dont j'ai pas parlé, c'est qu'il y a aussi un stage à la fin de la première année. Sauf qu'à la fin de la première année, on n'a pas assez de connaissances pour vraiment pouvoir être pris en tant qu'ingénieur. Donc c'est souvent un stage ouvrier, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Ces stages sont obligatoires? Ils sont obligatoires. Le stage ouvrier est obligatoire aussi d'après... Les 3 stages sont obligatoires. C'est 1 mois, 2 mois et 6 mois, c'est obligatoire. Okay. Et il y a quelque chose dont j'ai pas parlé qui est spécifique à l'école dans laquelle je suis, c'est qu'il y a autre chose qui est obligatoire, c'est pour ça que ça m'y fait penser. C'est ce qu'on appelle nous la mobilité. Il faut avoir, au sein de ce cursus de 3 ans, passé 10 semaines minimum à l'étranger. Quand tu veux. Tu le fais quand tu veux, ça peut être une année sabbatique, ça peut être un stage, ça peut être un semestre en Erasmus, c'est ce que j'ai fait. Tu te débrouilles. Pour ça, évidemment, l'école t'aide, il y a un service qui t'aide à trouver des choses à l'étranger, on n'était pas non plus complètement livré à toi-même, mais tu dois, pendant ce cursus, pour valider ton diplôme, avoir 10 semaines à l'étranger. L'école a des partenariats, je pense. Elle a énormément de partenariats avec des universités partout dans le monde. Récemment, elle s'est même mise à travailler par semestre pour avoir un certain nombre de crédits ECTS qui sont en fait des crédits qui sont compatibles dans l'Europe, etc. pour pouvoir faciliter d'avoir ces équivalences, ce qui n'était pas le cas avant. Donc tu peux être mobile comme ça plus tard à l'étranger, en Europe plutôt, tu as un équivalent de diplôme Voilà, il y a un équivalent avec les crédits, les semestres. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je sais qu'il y a plein de partenariats, des équivalences qui permettent. Franchement, pour ne pas faire sa mobilité, il faut le vouloir. Il y a énormément de possibilités. En général, les gens n'ont pas de problème à la faire. Mais il faut savoir qu'elle est obligatoire. Et donc ça, c'était propre à ton école? Il y a de plus en plus d'écoles qui l'imposent. Mais oui, c'était propre à mon école. Mais sinon, pour les personnes qui n'ont pas ce type de dispositif imposé, est-ce qu'une année de césure est possible? En école d'ingénieur ou pas? Comme une école de commerce, au final, on peut prendre une année de césure, on peut partir à l'étranger. C'est possible entre la 2e et la 3e année.
D'accord, c'est obligatoirement durant cette période-là que tu peux la faire. C'est Entre ça. la première et la deuxième, tu peux pas. Parce qu'en fait, la troisième année dans une école d'ingénieur, elle est particulière. C'est-à-dire que les 2 premières années, elles vont se faire la majorité du temps sur le site. Et puis la troisième année, déjà, elle est courte, puisqu'elle dure qu'un semestre. Le deuxième semestre, c'est un C'est stage. ton stage, ouais. Et donc, en fait, c'est une année d'ouverture. C'est ce qu'ils appellent une année d'ouverture, où il y a possibilité d'aller dans une école de commerce, dans une école de météo. D'accord. Il y a possibilité de s'ouvrir à autre chose. Par exemple, les gens qui ont pour vocation ou qui ont envie de créer une start-up en informatique, eh ben, ils vont avoir tendance, s'ils peuvent, s'ils y arrivent, à faire par exemple un semestre en école de commerce. Parce que créer une entreprise, il y a certes l'aspect technique, il faut proposer un produit qui soit techniquement à jour et demandé par les gens, mais il y a aussi l'aspect business de création d'entreprise qui est abordé dans notre formation, mais peu. Oui, qui est abordé, survolé pour dire que. il est survolé, on a des cours un petit peu de management, etc., un par-ci par-là, mais c'est juste pour avoir des notions, ça ne suffit pas pour créer son entreprise. Du coup, ces personnes qui font ce choix-là arrivent en quelle année en école de commerce? Si on reprend ton exemple. Alors, c'est une bonne question. Parce qu'elles sont zéro base au final. Bah, elles ont quelques bases apprises par-ci par-là, mais. Je ne sais pas répondre à cette question. D'accord. Je suis désolé, je n'ai pas pas de problème. l'information. Pas de problème. Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait justement cette année d'ouverture? Alors, cette année d'ouverture, je l'ai faite. Alors, je ne l'ai pas faite parce qu'en fait, j'ai choisi de la faire à l'ENSET. En fait, moi, j'ai eu un petit couac dans mon parcours. J'ai fait mon premier semestre. Alors, attends, que je ne dise pas de bêtises. C'était la deuxième année ou... Non, c'était la troisième année. Voilà, si je l'ai faite, mais à moitié. C'est-à-dire que je l'ai faite, je suis parti un semestre d'Erasmus en troisième année à Stavanger, c'est une ville en Norvège, en Erasmus, donc pour justement faire cette année d'ouverture. Sauf que ça s'est pas très bien passé. Donc, tu as conclu ton ouverture avec ton stage à l'étranger. Exactement, j'ai fait les deux. Mon ouverture, ça a fait ma mobilité en fait. D'accord. Et ça s'est pas très bien passé parce que les cours qu'ils me donnaient là-bas, je les avais choisis trop tôt. Et en fait, ils convenaient pas du tout à ce que je voulais faire. Ouais. Donc en fait, j'ai pas eu ce semestre et à mon retour, j'ai refait un semestre, j'ai rattrapé mon semestre au final à l'ENSET. Donc tu as fait 4 ans au lieu de 3 ans. J'ai fait que 3 ans et demi. En fait, 3 pour ans et être demi, plus d'accord. en détail, la troisième année, c'est 6 mois que je voulais faire à l'étranger, puis mon stage. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle un projet long. C'est ce que l'ENSET met en place. Pendant 2 mois, c'est des groupes de 4 ou 5 étudiants qui travaillent sur une problématique d'entreprise. C'est pour mettre un pied dans l'entreprise, ils mettent ça. Donc la troisième année, c'est quelques semestres d'études, le projet long de 2 mois, puis un stage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas voulu gâcher une année. J'ai vu que ça marchait pas en Norvège, j'ai pas insisté, j'y suis resté 4 mois au lieu de 5. Je suis rentré et j'ai directement attaqué sur mon projet long. Ensuite, j'ai fait mon stage. Et c'est à l'issue de mon stage où j'ai rattrapé les 3 mois qui me manquaient. Donc en fait, au lieu de faire un cursus en 3 ans, j'ai fait un cursus en 3 ans et quelques mois. Mais ça, c'est pas représentatif, c'est juste mon expérience personnelle. Tu as quand même une réelle flexibilité que tu peux utiliser pour... La troisième année est cette complètement année, flexible. Et c'est en discutant avec les gens, en expliquant pourquoi ça s'était passé. Mes 2 premières années s'étaient bien passées, que j'ai eu la possibilité de tout de suite reprendre le cursus. J'avais pas envie de perdre un an. Oui, bien Perdre sûr. 3 mois, bon, dans la vie, 3 mois, c'est pas grand chose. Un an, ça commence à être un peu plus problématique. D'accord. Et donc l'école d'ingénieur, tu l'as terminée Je l'ai terminé. aujourd'hui, ouais. Ok. Et donc après, qu'est-ce que tu as fait par la suite? Alors ensuite, en ayant fait un stage dans la recherche, un stage dans l'entreprise, je me suis rendu compte que je préférais le travail de chercheur. Un stage de 2 mois t'a suffi à te dire que tu pouvais faire la recherche? Oui, c'est plus le stage de 6 mois. De 6 mois qui t'a... Ok. Voilà. C'est pas que j'ai détesté, c'est qu'en fait l'entreprise, elle a énormément de contraintes avec lesquelles j'avais pas forcément envie de composer. Il y a des gens qui ont envie et qui y arrivent très bien. Moi, j'avais pas envie de composer. J'avais vu un petit aperçu de ce monde de la recherche où, pour le coup, ces contraintes sont inexistantes. Typiquement, dans l'entreprise, tu as un système d'exploitation unique. Tu peux pas forcément en changer. Tu as un réseau qui est sous contrainte. Tu as des contraintes de... en fait, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux. Tu fais ce qui t'est demandé. Ce que je peux comprendre, c'est ce que les entreprises... C'est le fonctionnement d'une entreprise. Exactement, c'est le fonctionnement d'une entreprise. Donc moi, j'aspirais plus à la liberté que fournit la recherche. Donc ça, évidemment, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est au détriment du salaire. Mais ça, on en reviendra. Donc, comme ça s'était bien passé mon stage de 2 mois, que j'avais eu des bons contacts avec mon encadrant, j'étais resté en contact avec lui. Ouais. Et lui, naturellement, il m'a dit, écoute, si toi tu veux continuer dans la recherche, j'ai un financement pour une thèse. Donc, je préfère avoir quelqu'un que je connais. On a bien travaillé ensemble pendant 2 mois, donc je te propose la thèse. Donc l'entreprise a des budgets alloués pour ça?
la recherche, le laboratoire. D'accord, le laboratoire Voilà. a des budgets spécifiques pour... Alors en fait, il y a plusieurs moyens de rémunérer un doctorant. Là, on arrive sur le boulot que je fais actuellement. Mhm. Le doctorant peut avoir une bourse du ministère, c'est sur dossier, il est possible de la demander. Moi, ça, je ne l'ai pas demandé du fait de mes 3 mois qui avaient été loupés. Je n'avais pas forcément des chances de l'avoir comme j'avais refait 3 mois, donc je ne l'ai pas demandé. Elle est de quel montant cette bourse? Alors la bourse, c'est à peu près... Grosso modo, grosso modo, ça doit être 1400 net par mois. on est autour d'un SMIC au final. Voilà, un peu plus que Un le peu SMIC plus, quand un même, peu c'est plus, net. ouais. C'est Ouais, net, c'est net, donc ouais, c'est c'est quand même net. plus que le SMIC. À peu près ça. Et ça, c'est le financement, c'est la rémunération à peu près moyenne pour un doctorant. Moi, je sais qu'actuellement, je suis payé sous projet, c'est-à-dire que l'État et les États européens, ils vont lancer des projets de recherche qui ont un but, une vocation, et le budget de la recherche va être séparé entre tous ces différents projets, dans tous les domaines. Et donc, le labo dans lequel je travaille, il a différents projets. Et parmi ces projets, il y avait certains projets qui correspondaient aux problématiques que voulait investiguer mon tuteur et qui avaient des fonds disponibles. Et donc, j'ai été embauché, moi, sur projet. C'est-à-dire que mon salaire est issu de l'argent attribué par l'État à des projets de recherche. D'accord, donc c'est en mode projet. Donc une fois que le projet sera terminé, il se passe quoi? Alors, les projets, en général, c'est sur très longtemps. C'est des projets sur... D'accord. je ne saurais pas donner un ordre d'idée, mais c'est clairement sur plusieurs années. Donc, à l'échelle de ma thèse, ça ne m'impactera pas. Mais en effet, une fois que le projet est terminé, les financements doivent venir d'autre part. Peut-être qu'il y a d'autres projets qui vont se lancer. Et je sais qu'un des travaux de mon encadrant, c'est justement d'aller toujours au comité et de se battre un petit peu pour obtenir de l'argent pour ces projets, quoi. Et Tu c'est veux ce que dire- tout le monde fait. Est-ce qu'un projet peut être abandonné? Il peut être abandonné. Le budget peut être réduit, c'est-à-dire que chaque année, il va falloir justifier que le projet il a vraiment un intérêt, Mhm. puisque l'État va mettre de l'argent dedans. Donc Ouais, l'État, oui, c'est une charge au final pour l'État. c'est une charge pour l'État, tout à fait. Une partie du budget de l'État va à l'enseignement et à la recherche. Et du coup, l'État, le budget qu'il a alloué à l'enseignement et à la recherche, il va essayer de le mettre à des projets qui sont le plus porteurs et qui jugent le plus intéressant. Donc il y a des comités qui jugent ça. J'y suis jamais allé, évidemment, mais je sais qu'il y a quand même débat sur l'allocation de ces fonds, quoi. Que les chercheurs débattent pour leur projet. face à- Exactement. Ok. C'est les superviseurs, les encadrants qui débattent sur ça. Ok. Donc toi actuellement, qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc on a vu grosso modo comment fonctionnait un doctorant. Concrètement, comment ça fonctionne niveau salaire, niveau Niveau rémunération, salaire, voilà. etc. Et donc toi, comment ça se passe entre les cours, entre le travail, le projet? Comment tu gères tout ça? Alors avant de partir sur ça, il y a juste un petit truc que je voudrais vas-y. ajouter. Ça prendra pas longtemps, c'est par rapport au financement. En fait, moi j'ai eu la chance d'avoir tout d'un coup. C'est-à-dire que j'avais un superviseur qui me proposait un financement, un lieu de travail et un sujet de recherche. Donc une thèse, c'est 4 composantes. Je répète, c'est le financement, le lieu de travail, l'encadrant et le sujet de recherche. Donc en fait, si tu es doctorant et que tu n'as pas la chance que j'ai eu d'avoir quelqu'un qui directement désire travailler avec toi, eh bien, il faut que tu trouves ces 4 paramètres-là. Tu peux avoir un financement sur bourse, avoir un tuteur à Paris et avoir un local à travailler par bas Toulouse, c'est possible. Et un sujet que toi qui concoctes, ça c'est plus compliqué, mais c'est théoriquement possible. Donc ça, c'est quand même ces 4 pierres angulaires qu'il va falloir faire coïncider et arriver à trouver pour arriver à avoir une thèse. Et ces 4 éléments, ça peut être dur à les réunir, ça peut être long plutôt à Ça les peut réunir. être long et dur à les réunir. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Il y a des personnes qui n'arrivent pas. Là, j'ai quelqu'un qui a été diplômé 1 an après moi et qui vient de commencer sa thèse il y a quelques mois. Parce qu'en fait, il n'avait pas fait de stage de recherche, donc il n'avait pas fait de contact, en fait, donc ça a été plus difficile pour lui de trouver des financements. D'accord. Et du coup, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font entre-temps? Ils travaillent en entreprise, ils font quoi? Voilà, cette personne-là dont je te parle, elle a travaillé en entreprise. Ok, d'accord. Donc ensuite, on en venait concrètement au métier de doctorant. Comment ça s'harmonise par rapport à tes cours? Parce que tu es encore étudiant, donc tu suis encore des formations à côté. Je ne suis pas de cours. Donc c'est vraiment ta recherche en fait Exactement. qui te forme au final, quoi. En fait, comme j'expliquais au début de ce podcast, je ne suis pas du tout de cours. Je n'ai d'étudiant que le statut. Ok. Vraiment Ça que va. le statut. Il y a éventuellement ce qu'on appelle des écoles d'été où pendant quelques jours on va aller dans des villes en France ou en Europe pour se former, mais en fait on se forme à des outils utilisés dans la recherche. Donc c'est plus des formations. Mhm. Ça s'appelle l'école d'été parce que ça a pour vocation de former des doctorants, donc on appelle ça une école, mais c'est pas des cours, c'est plus des conférences en fait. Donc moi, dans mon métier, je n'ai pas de cours, je ne prends pas de cours. Et d'ailleurs, j'ai choisi de faire de l'enseignement en parallèle de ma formation, de mon doctorat, donc c'est moi qui donne des cours en fait. Donc tu donnes des cours, donc en étant doctorant, tu peux enseigner. D'accord, alors c'est exactement ça. Comme je ne suis pas enseignant-chercheur, j'ai pas le droit de faire de cours magistraux en amphithéâtre. Ouais. Ça, il faut avoir le statut d'enseignant-chercheur pour les faire.
Par contre, en tant que doctorant, en gros, pour parler simplement, on est chargé de TP ou chargé de TD. C'est-à-dire qu'on va encadrer des TP ou encadrer des TD. Alors les TP, c'est des travaux pratiques, c'est dans une salle en pratique, moi comme c'est avec des ordinateurs, c'est dans une salle avec une dizaine d'étudiants qui sont chacun sur leur machine, et puis je les guide, je leur explique ce qu'il faut qu'ils fassent. Et les TD, c'est une salle avec le double d'étudiants, où là je leur fais faire des exercices sans machine, il y a un fil conducteur, donc en gros je suis enseignant, mais pas maître de cours. D'accord. Ok. Et donc, si on va prendre au niveau recherche, comment se passe ton quotidien? Tu as des journées types, tu as des choses qui reviennent tout le temps ou c'est vraiment tous les jours différents? Alors ma journée type, c'est quand c'est possible, entretien avec mon tuteur pour discuter de où aller, puisqu'en fait la thèse c'est par définition quelque chose d'ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une problématique de base, on essaie quand même de répondre à quelque chose, et puis ensuite on va progresser doucement pour essayer d'aboutir aux réponses à cette question, mais si à un moment donné on trouve quelque chose de très intéressant qui nous emmène un peu ailleurs, non seulement on peut le saisir, mais c'est conseillé. Moi, mon tuteur, il m'a dit dès le début, il m'a dit si à la fin de ta thèse, tu as juste et seulement et uniquement la réponse à la question que je t'ai posée, c'est pas une bonne thèse. Ouais, tu peux donc dévier, tu peux même t'éparpiller d'ailleurs. Voilà. Tu peux t'éparpiller, il faut éviter parce que sinon, faut, à un moment donné, il faut quand même converger vers des résultats, puisqu'on a des obligations de publication, je pense qu'on en parlera. Ouais. Mais il faut pas hésiter à saisir quelque chose qui paraît intéressant, et qui n'a pas été exploré par d'autres. Et là, ça rejoint quelque chose de très important dans la recherche. Un aspect très important, c'est d'être au courant du socle de connaissances déjà accumulé par les gens qui travaillent dans le même domaine. Il ne s'agit pas de chercher 3 ans sur quelque chose qui a déjà été investigué par d'autres et résolu. Comment tu l'acquiers, ce socle commun? Il faut lire des papiers. Les papiers, c'est des... En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, déjà, le tuteur, il est censé le connaître, un minimum. C'est-à-dire que comme c'est un coordinateur, il ne va pas forcément avoir des connaissances dans les détails de ce qui se fait. Par contre, il a une vue très globale de ce qui se passe. Et donc, il va être capable de dire, bah ça... Regarde telle personne, il a déjà travaillé sur ça, va voir si ça n'a pas déjà été fait. Donc ça c'est le premier aspect, c'est l'aspect d'orientation du tuteur. Et le deuxième aspect, c'est aller lire les publications de recherche, ce que nous on appelle communément des papiers. Aller lire les papiers de recherche d'autres chercheurs qui ont travaillé dans le même domaine, de voir ce qu'ils ont fait pour se baser sur leurs travaux au lieu de les refaire, ce qui n'aurait pas d'intérêt. Des papiers, il y en a tous les jours qui sortent? Oula. Alors là on entre sur ce que je trouve personnellement l'un des mauvais côtés de la recherche, c'est qu'en fait, il y a une course à la publication. C'est ce que je voulais dire. Voilà, une course à la publication c'est tout récent, c'est que dans les 10 dernières années que ça s'est passé comme ça, qui est, par exemple, moi, pour valider ma thèse, il faut que je publie. C'est-à-dire que j'ai une obligation de publication, et donc en fait, quelqu'un qui n'a pas beaucoup publié, il n'est pas forcément très bien vu, ou en tout cas, il n'aura pas accès aux postes et aux responsabilités qui publier, c'est sortir un papier. Donc. Publier, c'est avoir un papier accepté dans une conférence ou un journal. D'accord. On reviendra dessus après. Donc en fait, il faut à tout prix avoir publié. Donc en fait, les gens vont publier sur un peu tout et n'importe quoi. Alors évidemment, il y a quand même des comités de relecture, donc tout ne passe pas, mais en tout cas, ils vont essayer. S'ils ont un gros sujet, plutôt que de faire un gros papier, ils vont plutôt avoir tendance à faire 2 petits papiers pour avoir plus de publications. Donc ça donne qu'il y a des dizaines, de centaines de milliers de papiers tout le temps, partout. Pas par jour évidemment, mais globalement. Donc en fait, être honnête, c'est complètement impossible d'être au courant de tout ce qui se passe. En revanche, comme une thèse, c'est quand même assez spécifique, assez précis, c'est un thème précis, on arrive quand même à peu près faire le tour de ce qui se passe dans ce thème précis. Mais rien ne nous assure qu'on n'en a pas oublié. Et ces papiers, tout le monde peut y accéder? C'est-à-dire que moi, demain, je prends mon ordinateur, je peux les trouver? Alors, il y en a... Alors ça, c'est un sujet, c'est une très très bonne question, c'est un sujet assez... En fait, par défaut, c'est payant. C'est-à-dire que... Un papier, moi je vais vouloir, j'ai trouvé un résultat, mettons, et je veux le publier. C'est-à-dire je veux en informer la communauté scientifique. C'est ça que ça veut dire, en fait. Informer de mes résultats. Donc je vais essayer de trouver une conférence ou un journal dont la thématique correspond à ma thématique de travail. Et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle une soumission, c'est-à-dire je vais soumettre ce papier à la conférence. Il y a des dates précises. Chaque année, la conférence, elle revient, ou le journal. Et du coup, je vais soumettre ce papier. Ensuite, il y a un comité de relecture qui va venir lire ce papier. Et s'ils le jugent suffisamment bon, ils vont l'accepter. Auquel cas, je vais devoir défendre mon papier, c'est-à-dire venir le présenter à l'oral lors de la conférence. Ce qui est du coup pas le cas pour un journal. Mais c'est ce processus qui donne naissance à ce qu'on appelle la publication. Et les papiers qui ont été acceptés, ensuite la conférence, elle va publier ce qu'on appelle des proceedings. C'est des livres où il y a tous les papiers qui ont été acceptés. Et ces livres, ils ont un coût. D'accord. C'est en général assez cher. Et donc, si tu veux te renseigner sur un domaine, sur une conférence, il va falloir que tu achètes les proceedings.
Malgré tout, la législation est en train de changer. Je ne saurais pas te donner les chiffres, mais en France, ils font qu'au bout d'un certain temps, il y a comme une espèce de prescription. Ça devient dans le domaine public. Ça vient dans le domaine public et tu vas pouvoir sur ta page web mettre tes publications. Donc là, il y a un certain nombre de papiers partout sur Internet qui sont gratuits en libre service. Donc en cherchant bien, si tu veux trouver des papiers sur des domaines précis, tu vas être capable d'en trouver sur Internet quand même, sans acheter les procédures. Si je résume dans les grandes lignes, donc tu fais ta recherche, tu ouvres quelque chose, donc soit qui est en lien avec ton sujet initial, soit qui dérive un peu, tu le rédiges, tu le soumets, après c'est relu, si c'est accepté, tu le défends, et après c'est enfin publié, c'est ça? Exactement. Et une personne ne peut pas accepter un papier uniquement sur une relecture. Il y a forcément de la défense face à un jury qui doit se faire. Non, en fait, le mot défense était mal choisi de ma part. C'est pas vraiment une défense, c'est plus une présentation. À partir du moment où le papier a été accepté par le comité, il sera publié. Mais tu as l'obligation de venir le présenter à la conférence. C'est pas une défense, c'est une présentation. Ça sert à quoi du coup la présentation? Et ben en fait, ça sert à donner envie aux gens de lire ton papier. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, des papiers, il y en a plein, et la présentation, elle va servir à intéresser les gens, à expliquer dans les grandes lignes ce que tu fais, pour que d'autres chercheurs qui sont forcément du domaine, vu qu'ils sont à cette conférence, se disent ah bah oui, c'est intéressant ça, je vais aller lire le papier. Et c'est une conférence devant combien de personnes? Alors ça dépend, il y a des plus ou moins grandes conférences, mais globalement, il y a je dirais c'est quelques dizaines de personnes. Ok, d'accord. Donc, une petite question par rapport à la recherche. Tu recherches quelque chose qui n'a pas été découvert. C'est le principe de la recherche. C'est le principe. Du coup, comment tu fais pour rechercher quelque chose que tu connais pas? Alors, en pratique, c'est une bonne question à laquelle il est difficile de répondre parce que dans le domaine de l'informatique, c'est quand même assez différent. Par exemple, dans le domaine de la physique, par exemple, ce qu'ils recherchent, c'est d'allier certaines théories entre elles. Donc, ils ont des équations, ils vont essayer d'en tirer quelque chose. Nous, on n'a pas forcément d'équations. En revanche, on a des outils et on a une problématique. Nous, dans l'informatique, c'est souvent qu'on va chercher à décrire les choses, à modéliser les choses dans la machine. Je ne vais pas entrer sur les détails techniques de ce que moi je fais, mais moi, ce que je cherche à faire, c'est modéliser les choses de manière mathématique. C'est-à-dire, je cherche à utiliser des outils informatiques qui sont basés sur des théories mathématiques et qui vont me permettre de modéliser certains programmes pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Donc en gros, moi je ne cherche pas à découvrir quelque chose qui n'existe pas, mais je cherche à modéliser quelque chose qui ne l'a pas encore été fait et à prouver des propriétés mathématiques sur ce que je modélise. D'accord. Ok. Et donc tu as des outils spécifiques pour ça, tu as des aides, parce qu'au début tu étais complètement étranger à ce domaine-là. Comment tu as commencé tes premiers jours, tes premiers mois? Alors c'est une très bonne question. Les premiers mois sont censés être de la bibliographie. Donc la bibliographie, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est lire des papiers. Tu lis du papier. Voilà. Ensuite, ce qui m'a orienté personnellement, c'est les écoles d'été dont je parlais tout à l'heure. En fait, j'avais commencé à lire un peu et puis je cherchais un outil qui était adapté à ce que je voulais faire et qui me plaisait, puisque je vais travailler quand même 3 ans dessus, au moins. Donc il y a quand même intérêt à ce que ce soit... Tu as quand même une durée qui est donnée 3 ans? C'est 3 ans la thèse. C'est pile 3 ans. Pour des raisons, moi j'ai eu une 4e, mais c'est l'exception, donc mieux vaut pas en parler, c'est 3 ans une thèse. Et en fait, j'ai fait une école d'été à un moment donné, donc j'ai eu des conférences pendant une semaine où des gens venaient présenter leurs outils, présenter leurs travaux, et j'ai eu une personne qui m'a présenté un outil, je peux le nommer, ça s'appelle Agda, qui m'a beaucoup plu. Alors pour être honnête, je n'avais pas compris grand chose à ce qu'il m'avait dit, mais je ressentais que ça pouvait m'intéresser. Donc j'ai creusé le sujet, j'ai rencontré une autre personne qui l'avait utilisé, qui a pu m'en parler. Petit à petit, je me suis mis à maîtriser cette nouvelle technologie et j'ai pu l'appliquer à ma problématique pour essayer d'en tirer quelque chose. D'accord, donc c'est vraiment presque des hasards et de la curiosité au final qui t'aident aujourd'hui à... Exactement, alors pour moi ça a été le cas, mais j'aurais aussi pu prendre la solution de facilité entre guillemets. Ouais. Il y a un autre outil qui est équivalent que beaucoup de gens utilisent qui s'appelle Coq. J'aurais pu juste dire, j'utilise Coq et puis je ne me prends pas la tête. Agda m'a suffisamment plu pour que je passe outre ce que font la majorité des gens et que je décide de me lancer dans cet outil. Et qu'est-ce qui t'a plu justement dans Agda par rapport à Coq? C'est l'élégance mathématique et l'ergonomie. En fait, je vais écrire des preuves, puisque moi je fais de la preuve mathématique sur un ordinateur, et je vais arriver, grâce à ce langage, cette possibilité d'expression, à écrire des programmes Agda qui ressemblent presque aux preuves mathématiques que j'écrirais sur papier. Et c'est cet aspect qui m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, tu en es où dans ta thèse?
Alors aujourd'hui, j'ai presque terminé. J'ai été publié plusieurs fois. J'ai eu des petites publications, j'ai eu 3 publications. J'ai eu des publications au niveau local sur Toulouse et une publication nationale que je suis allé présenter à Grenoble il y a quelques mois. D'accord, tu peux publier uniquement en local et en Voilà, alors en national. local, c'est pour la petite communauté toulousaine, puisqu'il y a beaucoup de chercheurs à Toulouse autour de notre problématique, puisque nous, on applique beaucoup nos recherches à l'aéronautique, donc ça se retrouve beaucoup à Toulouse. Et j'ai eu la chance d'avoir un papier accepté dans une conférence que j'ai soutenue à Grenoble. Et tu peux être publié au niveau international également. Absolument. Il s'est trouvé que la conférence à laquelle j'ai été accepté a été à Grenoble, mais chaque année ça tourne, elle aurait très bien pu être à l'étranger. C'était un hasard que ce soit en France. Ok. Et donc il te reste quoi pour terminer actuellement? Donc là il me reste à rédiger mon manuscrit. Une thèse, une fois qu'on a fait suffisamment de résultats, il va falloir rédiger un manuscrit. Donc en général c'est entre 120 minimum et 200 pages. Ouais. Donc où on va tout détailler les travaux de recherche qu'on a effectués pendant notre thèse. Ensuite, ce manuscrit il est envoyé à ce qu'on appelle des rapporteurs. C'est 2 chercheurs, des chercheurs en général avec beaucoup d'ancienneté, etc., qui vont venir évaluer le manuscrit, sa qualité, éventuellement faire des retours pour l'améliorer, jusqu'à ce qu'ils finissent par l'accepter, et auquel cas, cette fois-ci, il est défendu, cette fois-ci c'est le bon terme, devant un jury dont font partie les rapporteurs. Où là, c'est une soutenance d'une 40aine de minutes, où on va pendant 40 minutes expliquer ses travaux de thèse devant un jury, à l'issue de quoi ils vont nous délivrer le titre de docteur. Tu peux ne pas l'avoir. Une fois que le manuscrit a été accepté par les rapporteurs, c'est très 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 rare, à moins de faire une présentation désastreuse, catastrophique le jour J. Moi personnellement, j'en ai jamais vu. Le plus dur, c'est d'avoir son manuscrit accepté. C'est une vraie défense dans le sens où c'est théoriquement possible qu'ils ne te donnent pas le titre de docteur après ta soutenance, mais c'est rare. Et vu que ceux qui ont accepté le manuscrit à la base, voilà. Ce serait bizarre qu'ils le refusent par la Voilà, c'est vraiment, à moins que tu fasses une présentation vraiment catastrophique, qu'ils se rendent compte, je sais pas moi, que c'est pas toi qui écris le manuscrit, que tu sais pas, ça doit arriver, ça je pense. J'en sais rien, mais toujours est-il que c'est que dans ce genre de cas où ce serait pas accepté. Ok, et à la fin tu as une note? Ou c'est uniquement oui, tu as réussi ou non, tu n'as pas réussi? C'est oui ou non. Il n'y a plus de notes, plus de mentions, c'est juste oui ou non. Ok, donc toi il te reste cette étape-là à franchir. Exactement. Et dans combien de temps environ, tu sais? Tu as des deadlines qui sont précises par rapport à ça, ou tu peux dépasser ton... Moi, il y a eu certaines raisons qui ont fait que j'ai une 4e année, mais normalement, c'est à la fin de la 3e année, il faut avoir soutenu. D'accord, si jamais tu n'es pas dans les clous, c'est foutu. Bah, en fait, c'est une question de financement. C'est-à-dire que si ta thèse n'est pas, pas finie en 3 ans, bah, de toute façon, tu ne vas pas la soutenir vu qu'elle n'est pas finie. Tu peux la continuer, mais du coup, tu ne seras pas payé. À moins de trouver des financements annexes. Mais c'est compliqué parce que les gens ils savent qu'une thèse c'est en 3 ans, donc ils vont pas te payer. Oui, si tu ne respectes pas ton engagement, tu coûtes plus cher à l'entreprise. Exactement. Ce qui est compréhensible. Tu coûtes plus cher soit au laboratoire de recherche, soit à l'entreprise. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est que moi j'ai fait une thèse qui est 100% recherche, je suis payé par le projet, mais il y a des thèses, je ne vais pas être long là-dessus, qui s'appellent des thèses CIFRE, où en fait tu es payé par une entreprise pour faire des travaux de recherche qui vont profiter à l'entreprise, et tu es en partenariat avec un laboratoire de recherche. Donc en fait c'est des thèses hybrides, mais qui servent quand même des problématiques d'entreprise, ce qui n'a pas été mon cas. D'accord. Ok, je vois très bien dans le domaine de l'automobile par exemple. Exactement. Ouais. Par exemple, l'informatique pour l'automobile, c'est beaucoup utilisé. Pour le domaine de l'avionique, il y a beaucoup de thèses CIFRE avec Airbus, ce genre de groupe. Ok. Et donc une fois que tu as tout obtenu, c'est terminé, qu'est-ce que tu fais après? Et bien après, tu peux prétendre, moi je peux prétendre à un boulot d'ingénieur, puisque j'ai le diplôme d'ingénieur. Une fois que je serai doctorant, je serai ingénieur et docteur. Et donc après, tu peux prétendre à des boulots. Alors malheureusement, le doctorat en France n'est pas extrêmement bien reconnu. Donc il est extrêmement bien reconnu dans d'autres pays. Par exemple en Allemagne, t'es docteur, c'est marqué sur ta carte d'identité. T'es plus monsieur, madame, tu es docteur. En France, c'est pas le cas. Et les entreprises, elles ont encore un petit peu cette vision de, c'est un petit peu le gars qui a travaillé 3 ans dans une salle obscure. Exactement. Et donc en fait, ce que les gens essaient de faire en ce moment, et les mentalités qui ont même bien évolué, c'est de montrer aux entreprises que les docteurs, ils savent faire des choses. Et donc en fait, tout le challenge, c'est d'arriver à trouver une entreprise qui va réussir à valoriser ce titre de docteur. Il y en a, ça existe. Il faut arriver à les trouver et à travailler avec elles. Parce que ce serait quand même bête d'être embauché en tant qu'ingénieur alors que je suis ingénieur docteur. J'ai quand même fait, là en l'occurrence, 4 ans d'études, d'années d'études, si on peut appeler ça comme ça en plus.
Et toi, c'est encore de la recherche après que tu veux faire? Tu veux rester dans ce domaine-là réellement ou tu veux potentiellement retenter l'entreprise ou Alors j'aimerais bien faire de la recherche. Après, les postes d'enseignants-chercheurs sont quand même rares. C'est très limité, je C'est pense. très limité, donc il faut faire des post-docs, on en parlait tout à l'heure, quelques petits Ouais. contrats pour augmenter ses publications, augmenter son dossier pour essayer de prétendre à ces Il postes. faut être légitime au final. Plus tu publies, plus tu es reconnu, Exactement. et plus tu peux prétendre. Il faut avoir des bonnes publications dans des bonnes conférences, puisque les conférences, elles ont différents Différents niveaux. niveaux, exactement. Du coup, voilà, c'est compliqué. Ça me déplairait pas, mais c'est compliqué. Ou sinon, ce que j'aimerais, c'est essayer de trouver. En fait, j'aimerais pas que ce que j'ai fait pendant 3 ans ne serve qu'à, entre guillemets, augmenter mon savoir-faire. J'aimerais vraiment. Je trouve que le domaine dans lequel je travaille est porteur, puisqu'il s'agit de rendre plus sûr des systèmes informatiques. Les systèmes informatiques, on en voit tous les jours, et malheureusement, on est dans une société où le fait que ça bug, entre guillemets, comme diront les gens, c'est normal. On va ça bugger, c'est pas grave, on va redémarrer On l'ordinateur. tape dessus et. Voilà, on tape dessus, hop, on redémarre, on appuie sur le bouton, alors que non, on sait faire des systèmes informatiques fiables. C'est juste que ça coûte très cher aux entreprises, donc elles ne le font pas forcément. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est trouver une entreprise qui a suffisamment d'enjeux sur ces systèmes informatiques pour vouloir les fiabiliser et donc employer des gens comme moi qui vont être en mesure de le faire. D'accord. Ok. Tac, tac. Et donc, on revient rapidement au niveau doctorat, parce que tu m'as dit que c'était vraiment très reconnu, notamment en Allemagne. Est-ce que ton diplôme français est reconnu également en Allemagne? Oui, une fois que tu es docteur, tu es Au niveau docteur. européen? Oui. International aussi ou pas? International. Autant le titre d'ingénieur, c'est plus compliqué parce que ça n'existe pas forcément dans les autres pays. Ouais. C'est pour ça que maintenant en France, quand tu es ingénieur, tu as l'équivalence master, parce que le master, c'est le diplôme qui est reconnu dans les autres pays. Autant le doctorat, c'est reconnu dans les autres pays. En anglais, c'est PhD. Et tu as un doctorat, tu as un PhD, donc tu as un doctorat à l'international. Ils sont connus partout, sauf Exactement. en France. Euh, Je dis pas que c'est il pas est reconnu en France, reconnu, c'est plus mais il n'est pas légitime. valorisé. Ouais, il n'est pas valorisé, voilà. il est moins C'est ce valorisé. que je veux dire. C'est exactement ça. Il est reconnu. On dit, bon, bah d'accord, tu es docteur. Il est moins valorisé que dans certains autres pays, par exemple comme l'Allemagne que je citais tout à l'heure. Donc, tu as évoqué un petit point tout à l'heure durant l'échange, comme quoi tu donnes des cours à côté de ton métier. Mhm. Et ça consiste en quoi concrètement? Du coup, par rapport aux cours, en fait, donc je te disais tout à l'heure que j'avais les TP et les TD. Ouais. Donc ça, c'est pas des matières différentes, c'est toujours des manières d'enseigner en fait. Et donc moi, j'enseigne plein de matières qui sont liées à l'informatique et en fait, j'enseigne dans l'école d'ingénieur où j'ai fait mes études en fait. D'accord. Puisque le laboratoire où je travaille, il est adjacent à cette école, il est juste à côté. Donc quand j'ai cours, je descends de mon bureau, je vais donner mon cours. Et donc j'enseigne, à titre d'exemple, j'enseigne à mes étudiants comment modéliser un système physique dans un logiciel informatique. Ça, c'est une des matières que je fais, ça s'appelle génie logiciel. J'enseigne la compilation, c'est-à-dire que lorsqu'on va écrire un programme informatique, on l'écrit avec des mots, un certain langage, et ensuite il faut que l'ordinateur le comprenne. L'ordinateur, pour schématiser, il comprend des 0 et des 1. Donc on va avoir une phase de transformation entre ce que le programmeur a écrit et ce que l'ordinateur comprend. Ça s'appelle la compilation. En pratique, il y a un intermédiaire, on ne va pas directement du langage jusqu'aux bits, les 0 et les 1, on va à l'assembleur, c'est l'intermédiaire, mais ça s'appelle la phase de compilation. Donc c'est quelque chose de très compliqué puisqu'il va falloir arriver à extraire le sens du programme écrit par le programmeur et le transcrire pour que la machine le comprenne. Et donc moi j'enseigne les processus qui permettent de faire ça à mes étudiants. Et l'enseignement, c'est ton choix, c'est pas obligatoire? Pas obligatoire, c'est mon choix. C'est obligatoire uniquement pour prétendre à des postes d'enseignant-chercheur. Pour pouvoir être enseignant-chercheur, il faut avoir fait un certain nombre d'heures de cours dans son cursus. Mais si je n'avais pas voulu, j'aurais très bien pu ne pas enseigner. Et toi, enseignant-chercheur, c'est pas une chose qui te... c'est une chose qui me plairait, tout à fait. Ça beaucoup, ouais. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense. pense. Rien. Parce que les conseils, tu as donné un peu au fur et à mesure du podcast. Petit à petit, ouais. C'est ça. Et tout est bon pour moi. Un petit mot de la fin, peut-être à rajouter, je sais pas, un dernier conseil pour une personne qui aimerait faire un doctorat ou une école, une classe préparatoire aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Voilà, et ce que je conseille, c'est quelqu'un qui est passionné. N'hésitez pas à vous lancer dans ce domaine. C'est un domaine qui peut paraître un petit peu élitiste, un petit peu mystérieux. Je sais qu'il y a une question que tu aurais pu me poser qui était ce que font mes parents. Oui. C'est vrai, c'est un fait que dans l'ingénierie, j'ai beaucoup de copains ingénieurs qui ont leurs parents qui sont soit ingénieurs, soit chercheurs. Et toi, c'est pas ton cas? Moi, mon père, il a conduit des camions toute sa vie, là, il est formateur, conducteur poids lourd. Ma mère, elle est secrétaire de mairie. Donc n'hésitez pas, si vous avez cette aspiration, cette envie, vous aimez les maths, vous aimez résoudre des problèmes, concevoir des choses,
n'hésitez pas, mais tapez le poing sur la table et lancez-vous dans ce genre de voie. Il est très probable que ça vous convienne. Puis comme tu dis, c'est pas du temps perdu parce que tu peux rebondir par la suite. À tout moment, tu n'es pas fermé, tu peux pas ton parcours scolaire d'un coup, tu n'es pas fini. Exactement, c'est ça l'intérêt il y a des de ce genre de passerelles qui se formation. font, il y a tout qui se fait, et puis c'est même valoriser les classes prépa. Exactement, tu l'as très bien dit. Et ben voilà, merci Mathieu en tout cas. Merci pour cette interview. De rien. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que les conseils de Mathieu vont aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à poser vos questions juste en bas dans les commentaires, à aimer cette vidéo et pourquoi pas à la partager à un ami qui en aurait besoin. Je vous dis à très vite. Salut!